Hello et bienvenue pour un nouveau Zeritop. Je me suis re-rasé pour l'occasion, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et on va parler d'une série que j'adore, Buffy contre les vampires, que je comptais faire bien plus tôt, mais j'étais un tout petit peu refroidi quand la tier list des personnages n'a pas eu un succès énorme. Je dis, vous les compte, oui, non, mais j'ai eu cette espèce de petite révélation, entre guillemets, à un moment donné, lorsque j'ai fait la vidéo sur les Schtroumpfs, le Zeritop sur les Schtroumpfs, où je me suis dit, tiens, je vais faire un peu ce que j'ai envie de faire, et dans un sens, tant pis si ça connaît pas autant de succès que ça mériterait en comparaison à d'autres. Si je partage un peu ce que j'ai envie, il y a toujours un petit peu de ça qui en ressortira. Et je sais qu'il y aura au moins quelques centaines d'entre vous, minimum, qui seront pris par ça, et quelques personnes qui réagiront en commentaire, parce que c'est quand même pas une série qui a été totalement oubliée non plus. Buffy contre les vampires. Ça fait quand même mal de savoir que c'est quand même pas mal oublié. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont dire en commentaire « Ah désolé, mais je connais pas. Trop jeune pour avoir suivi ça. » Bref, nous allons donc parler de Buffy contre les vampires. Et avant de commencer donc cette liste des meilleurs pires épisodes, parce que c'est une série que j'aime beaucoup, j'ai envie de faire un peu le topo de la chose. Buffy contre les vampires, ça parle de Buffy qui va lutter contre les vampires. Entre autres, elle va lutter contre pas mal de créatures démoniaques en tout genre, mais c'est la tueuse, c'est une sorte d'élu, on va jouer sur ce trait de façon assez notable, qui a une force supérieure, inhérente, afin de lutter contre les créatures démoniaques, avec pas mal d'organisations autour. Et chaque nouvelle saison sera une bonne excuse pour amener de nouvelles confrontations, de nouvelles menaces, et faire un petit peu évoluer la chose, puisque ça se suit année après année, et elle commence lycéenne, elle finit adulte avec un boulot. Enfin, elle le quitte, c'est un petit peu délicat à la toute fin, si on en parlera un petit peu de ça. Et ouais, quoi, ça va se suivre sur cette saison, et elles sont légèrement inégales pour moi, mais elles racontent toutes quelque chose de pas inintéressant. Et c'est pour ça que, avant de commencer, je vais vous faire un petit peu le topo des saisons 1 à 7, vous faire un petit peu résumé rapide de ce que ça raconte pour ceux qui voudraient suivre sans connaître la série. Je vous remercie beaucoup pour votre pour votre fidélité, parce que je suis sûr que peu de gens iraient jusque-là. Et parlons tout de suite de la saison 1, la saison d'approche. On découvre donc Buffy, son nouveau lycée, son nouvel observateur Rupert Giles et ses 3 nouveaux amis, Willow, Alex et Jessie. Alors, vous vous souvenez tous de Jessie, à quel point ce personnage aura marqué. Donc, ça va être la saison la plus courte, c'est une demi-saison techniquement quand on compare aux autres, quoi. Les autres saisons font 22 épisodes, elle en fait 12, et voilà, c'est vraiment l'accroche, l'introduction de pas mal d'éléments, et on sent que ça se cherche un petit peu. C'est techniquement la saison la plus amateur dans l'absolu, dans la mise en scène, dans le fait que ça n'ose pas certains trucs, même s'il y a quand même la patte qui en sort un petit peu, avec cette espèce de maître vampire spécial qu'elle doit affronter. Et cette histoire de prophétie, le fait qu'elle devrait un peu sacrifier sa vie, on essaye de mettre en place la tragédie du personnage malgré tout, et on met suffisamment bien en avant, déjà bien en place, l'ambiance entre nos personnages principaux. C'est suffisamment bon pour servir d'introduction, mais c'est vraiment, je pense, la suite qui a su élever cette série en quelque chose qui vaut le coup d'œil pour moi, je tiens à vous le dire. La saison 2 se poursuit au lycée, techniquement on peut voir ça comme ça, saison 1, seconde, saison 2, première, saison 3, terminale, un peu de choses près, avec leur système à eux, on est aux États-Unis, je rappelle. Donc ça se poursuit au lycée avec une nouvelle menace en la personne de Spike, un autre vampire, beaucoup plus rock'n'roll, dira-t-on, que le précédent. Sa compagne Drusilla, un petit peu fêlée, qui m'irrite toujours un petit peu dans le fait qu'elle a toujours pas de fin, quoi. C'est vraiment un truc, ça fait partie des grosses bêtes noires que j'ai avec cette série, avec toute la franchise Buffy Angel, en tout cas en format série, c'est qu'elle n'a pas de fin, Drusilla. On la voit pas mourir, alors que c'est clair et net que c'est un personnage qui mériterait une fin. Au bout d'un moment, puisque ça va pas être que deux, il va y avoir un troisième vampire, la personne d'Angel, qui était donc un vampire allié de Buffy, ce qui est super rare, parce que les vampires sont démoniaques, ils n'ont pas d'âme, mais ce vampire a récupéré son âme.
ce que des gitans lui ont redonné. Et de fait, s'il combat du côté des justes, seulement il va perdre cette âme durant cette saison et de redevenir maléfique alors qu'il a noué quelque chose de fort avec Buffy. Dans une mise en scène un tout petit peu discutable, j'en parle peut-être rapidement, ça, mais sinon c'est ça un petit peu. Il y a cette tragédie de devoir affronter celui qu'on aimait, celui qui était de notre côté avant, et certaines pertes qui se feront. Un moment assez fort avec la fin très déprimante où elle est obligée de le tuer alors qu'il récupère son âme à la toute fin, mais elle est obligée de le tuer malgré tout. Ce qui amènera donc la saison 3 où elle va pas tout de suite aller en terminale, elle va d'abord un petit peu fuir de tout ça. Elle va vouloir ne plus être là parce qu'elle est complètement démoralisée après ce qu'elle a vécu, mais ça mettra déjà en place une très bonne introduction, mais elle finira par revenir et lutter contre un nouveau pouvoir, une nouvelle puissance qui ce coup-ci n'est pas un vampire, c'est le maire de la ville, de Sunnydale, qui est un petit peu un démon caché, qui est super fun à suivre, j'aime beaucoup ce gars, mais ouais, c'est un démon caché qui attend son avènement et ça se termine de façon très symbolique à la toute fin de la remise des diplômes où il doit faire un discours et se transforme en gros serpent géant qu'il doit combattre. Bon, il y a un peu plus que ça, un truc qui marque aussi dans cette saison 3, c'est évidemment l'arrivée de Faith, nouvelle tueuse, parce qu'il y a déjà une seconde tueuse qui est née de la mort rapide de Buffy à la fin de la saison. C'est compliqué, hein. C'est clair et net qu'il faut suivre un petit peu. Je vais pas vous faire tout le détail, quoi. Bref, il y a une seconde tueuse qui arrive, parce que la première seconde tueuse est morte, donc chaque fois qu'une tueuse meurt, il y en a une nouvelle qui apparaît, en la personne de Faith, qui aura une évolution assez intéressante, puisque elle partira du côté obscur. Pour l'instant, c'est compliqué aussi le personnage. Bref, intéressante. Une des meilleures saisons, pour moi, je comprendrais aisément les gens qui diront que c'est leur saison préférée. Et ça marque un peu la fin d'une ère, puisque c'est la fin du lycée. Il faut aller à l'université. Nos héros vont totalement changer de décor et d'habitude en allant dans la fac du coin. Bon, ils sont quand même un peu solidaires, on va dans la même fac. Mais voilà, ça va changer pas mal de choses. C'est une des saisons les moins appréciées, ce qui est compréhensible dans l'idée. Il y a certains points qui sont pas super bien gérés. Il y a des points que j'apprécie bien, hein. J'aime bien le personnage de Riley qu'on introduit, puisque à la fin de la saison 3, entre Buffy et Angel, ça se coupe vraiment. Oui, parce que j'ai pas dit, mais Angel ressuscite. Ouais, les résurrections, ça arrive dans cette série, peut-être un des trucs qu'on pourrait blâmer. Bref, c'est plus entre elle et Angel, il y a un nouveau gars qui arrive. J'aime bien le début de relation qu'on a instauré, j'en parlerai plus tard, ça. Et j'aime pas trop la fin. Bref, on en parlera plus tard. Et ouais, il y a pas mal d'épisodes un peu spéciaux qui essayent de partir sur des approches un peu différentes de d'habitude, qui se remarquent bien et qui laissent une bonne marque. Et donc cela mérite d'être noté. Et je pense que c'est pour cette raison que cette saison 4 me plaît bien, parce que en dehors de ça, le méchant qu'on introduit, c'est une sorte de Frankenstein moderne, une sorte de grosse machine où on met différentes capacités de différents monstres, avec cette espèce d'organisation militaire secrète qui lutte contre les monstres elle aussi. C'est le problème, c'est que ce grand méchant n'arrive que 8 épisodes avant la fin, et on ne s'en va pas tous les 8 épisodes que sur lui, quoi. Donc il est très rushé. Et le combat de fin contre lui, vraiment, c'est le deuxième combat le plus rushé de boss de fin de la série. Hein, le premier, ça viendra pour plus tard. Mais bon, ouais, c'est le truc qui n'a pas rendu très mémorable, même s'il y avait potentiel de quelque chose de grand, malheureusement. Mais je garde quand même beaucoup de positifs de cette saison 4 par rapport à pas mal de choses que ça va instaurer. La saison 5 qui suit, c'est un peu différent. Il y a toujours la fac, un petit peu, mais on se centrera pas des masses sur la fac, alors que la saison 4 c'était à fond la fac. Et ça va surtout être la famille, en fait. Parce que tout d'un coup, Buffy a une petite sœur qui sort de nulle part. Et je dis pas, ah non, elle sort du vagin de sa mère. Non, de nulle part. Elle n'existait pas, et tout d'un coup, elle a une petite sœur de 14 ans, un truc comme ça. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre, ça. Et il y a un procédé magique, c'est une clé magique recherchée par une puissante déesse, un petit peu tarée elle aussi, ultra puissante, qu'il faut combattre. Ça jouera vraiment sur ses relations familiales. Est-ce que cette sœur que je pense avoir connu tout le temps, mais en fait que techniquement je ne connais que depuis
que quelques temps, mérite toute cette attention. Elle se rendra compte que oui, qu'il y a un lien important entre elle et Dawn, sa nouvelle petite sœur. Tandis qu'il y a pas mal de choses qui évolueront. Riley partira parce qu'on l'a complètement sagouiné dans cette saison 5. On mettra vraiment en avant quelques nouveaux personnages du Scooby Gang, comme ils aiment s'appeler. C'est, je pense, en termes de confrontation avec la grande méchante Gloria, le plus satisfaisant à cet égard-là. Vraiment, le combat contre Gloria est très bon et l'épisode final à ce niveau-là est vraiment palpitant. Il y a beaucoup de choses de bien à dire sur cet épisode, j'en parlerai de ça. La saison 6, c'est ma préférée. Puisque la saison 5 se termine sur un moment assez fort où Buffy se sacrifie à la place de sa sœur. Et donc, ouais, ça fait presque final, quoi. Dernier moment de la tueuse, la grande héroïne, se sacrifier pour ses proches. Mais il fallait continuer ça. Et c'est clair et net que, d'un point de vue strict, on pourrait penser que c'est peut-être de trop, en fait, de rajouter ça. Mais on a su, je trouve, ultra intelligemment jongler là-dessus, en mettant en place que cette espèce de fin qu'a connue Buffy, en fait, c'était une sorte de félicité qu'elle a atteint, mais qu'on lui a enlevé, parce qu'elle va ressusciter. Évidemment qu'elle va ressusciter. Les sorts de résurrection, il en appelle. On essaie quand même de mettre en place qu'il y a des conséquences assez graves à ça, quoi. Hein. On n'essaie pas de dire « magie, résurrection », non. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et cette saison, ce sera contre des blaireaux notoires, en fait. C'est ces trois losers qu'on a introduits un petit peu dans des épisodes précédents cette saison-là, qui forment un petit trio histoire d'eux pour passer le temps au début. Et tu te dis, ok, c'est ça, le conflit, c'est ça, et on va surtout suivre Buffy qui déprime à fond, en fait. C'est ça, en fait, c'est la dépression, c'est le thème de cette saison 6. Je trouve ça tellement couillu. Et à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais du mal à pleinement saisir ce que ça voulait faire, mais ça veut vraiment montrer cette espèce de moment dans la vie de notre héroïne où il n'y a plus rien qui lui donne l'impression qu'elle est retenue ici, en fait. Que sa vie est devenue une sorte d'automatisme qui ne lui procure rien de bien. Et elle doit s'y faire. Elle doit apprendre peut-être à surmonter ça. Et c'est difficile, ultra difficile d'essayer de dépeindre ça. Et je trouve que vous avez fait quelque chose de super bon à cet égard-là sur beaucoup d'épisodes. La saison 6, c'est celle qui a le plus d'épisodes dans le top 10. Je vous le dis tout de suite, tellement ça m'a marqué. Mais ouais, je trouve ça super fort d'oser faire ça. Et ça aurait pu être la fin à certains degrés, puisque bon, ça se termine sur un moment très fort, avec Willow qui vire totalement méchante à cause d'un drame qui lui arrive, et qui doit être stoppé. Une fois que c'est fait, il y a cette espèce de façon de montrer qu'il y a un nouvel avenir qui se profile, Buffy qui a accepté sa vie et de voir les choses plus positivement. Tu te dis que ça pourrait être une bonne conclusion, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de ça. Et il y a quand même 2-3 trucs qui restaient à faire. Parce que la saison 7 sera centrée sur un méchant super classe au début, qui n'a pas été super bien géré sur la fin pour moi, la Force, ou The First en VO. C'est super bizarre. Ça s'appelle The First, et ils se sont dit, ah, et Force, ça sonne comme Force, sauf que The First, c'est le premier. En quoi premier et Force, c'est pareil? Parce que The First, c'est la première entité à avoir vraiment vécu, et c'est devenu une sorte de conscience intangible qui essaye un peu de mener le chaos dans le monde. Cette force-là, on l'a vu une fois dans la saison 3, elle a essayé un petit peu d'amener Angel au suicide après sa résurrection. Ce qui est assez drôle, hein, quand on y pense. Et ouais, c'est très cool de mettre ça en place et de jongler sur ce méchant qu'on a un peu instauré. Les petits problèmes que j'ai avec ça, c'est que dans la saison 3, on a dit, lorsqu'elle est partie, qu'elle reviendrait lorsque les héros seront les plus vulnérables, et elle n'est pas revenue au moment où Buffy était morte. Où c'était sans dessus dessous, c'était le bordel, c'était difficile à gérer avec Buffybot, si ça existe Buffybot, je vais pas aller dans le détail du tout, quoi. Et c'est
C'est au moment où elle regagne un petit peu confiance en elle que tu te dis, ah tiens, il faut que j'amène le chaos dans le monde. C'est à ce moment-là que tu te dis, ok. C'était un petit peu tardive à réagir, ma grande, hein, ma force. Donc c'est bizarre ça. Hein. Et puis, ouais, sa gestion à la fin est pas géniale. J'adore la force au début. Il y a un moment génialissime à la fin de l'épisode 1 de la saison 7 que je vais pas mettre dans mon top 10, ni même top 20, je pense, parce que c'est juste la fin, parce que le reste est assez quelconque, hein. Il passe bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais le final où on montre que la force a cette capacité de prendre la forme visuelle de n'importe quelle personne à être morte, quelle entité à être morte, en faisant donc le tour de tous les grands méchants que notre héroïne a affrontés pour terminer sur elle-même, parce qu'elle est morte 2 fois techniquement dans cette série, c'est assez fort, quoi. Cette fin d'épisode 1 de saison 7 est énorme. C'est un moment que je vous conseille vivement de voir, en ayant suivi le reste. C'est clair et net que si vous regardez ça tout seul, vous dites pourquoi il prend de différentes formes, je connais pas. Mais ouais, quand on a suivi, c'est un des moments les plus jouissifs de la série, ça. Bref, j'ai perdu le temps là-dessus. Le problème, c'est sur la fin, quoi. Les derniers épisodes, c'est de la merde. Hein, je dis clairement la façon dont on a géré le grand méchant, le grand conflit dans les derniers épisodes, c'était nul. Et je vais en parler en détail lors du flop. Mais ouais, voilà, c'est un petit peu le topo des saisons. Et globalement, ouais, je suis pas super fan de la 7. Je suis pas fan de l'ambiance qu'on a instaurée, la façon dont on a chié sur le méchant. Et tout simplement le côté tueuse militaire. Le message féministe qui est cool de base, qui est déjà présent depuis le début de la série, hein, clairement, puisqu'on met en avant de plus en plus de femmes fortes et qui le méritent, pour la plupart d'entre elles. Mais ouais, sur la fin, vous allez dire, ah, c'est la faute des gros méchants mecs qui nous contrôlent, et puis on appuie vraiment à fond à femme forte. Au bout d'un moment, ça manquait de subtilité pour moi, et ça s'est un petit peu cassé le message. Et puis j'aurais pas mal de choses à dire sur la résolution de fin, mais pour le flop. Oula, pour le flop. En tout cas, ouais, si je devais un petit peu faire le top 7 de mes saisons, je dirais que donc dans le désordre du plus mauvais au meilleur, faut plutôt du moins bon au meilleur, parce qu'il n'y en a aucune que je déteste, même la saison 7, j'ai mes griefs avec, mais je la déteste pas, il y a quand même suffisamment de bons moments pour rattraper le coup. Je dirais donc que du moins bon au meilleur, il y a saison 7 en numéro 7, il y a saison 1 en numéro 6, ouais, ça reste un petit peu trop amateur par rapport au reste. Ça renvoie pas la même assurance que le reste. Et ensuite, donc en numéro 5, je dirais la saison 4, malgré de très bonne qualité, c'est clair et net que la gestion du méchant et le rythme de certains trucs est à revoir. Après, donc, je mettrai la saison 2. Très intéressante sur pas mal de points. Je dirais juste que c'est un peu plus faible sur certains épisodes. Mais voilà, à partir de maintenant, les 4 premières saisons, hein, c'est les meilleures et j'ai pas des masses de choses négatives à dire dessus. Ensuite, la saison 5 en numéro 3. La saison 3 en numéro 2. Et la saison 6 en numéro 1. Voilà un petit peu le topo si vous voulez le détail là-dessus. Et j'ai pas pris en compte évidemment certains trucs, j'ai pas parlé du film ciné qui est sorti bien avant, premier jet de Joss Whedon qui est passé à la trappe. On en reparle un petit peu maintenant, quelques critiques un peu populaires ont été faites dessus suite au succès de la série, mais c'est clair et net que c'est largement plus passé aux oubliettes que le reste. Et je vais pas non plus parler des suites en BD. Parce que j'ai vu la saison 8 en comics qui a été un petit peu adaptée, hein, je sais plus exactement qu'on appelle ça, quoi. On met les cases, on essaie de faire une illusion de mouvement, mais c'est juste les cases et il y a juste les acteurs qui doublent par-dessus. J'ai vu, c'était vraiment naze. Si je devais la compter cette saison 8 en BD, bah, je la mettrais facilement 8ème. Hein. Je préfère largement la saison 7 à ça. C'était très très discutable. Et s'il y a eu une saison 9 ou plus, non, j'ai pas le courage de voir la suite. D'autant plus que la saison 7 partait sur une excellente conclusion qui n'avait clairement pas besoin de suivi en ce qui me concerne. Mais bon, bref, j'espère que ce
résumé global vous aura plu. Ouais, je vais peut-être parler rapidement de ça parce que je sens qu'il va y avoir quelques personnes qui vont me le dire en commentaire. J'ai pas suivi en détail ce qu'a fait Joss Whedon. D'après ce que j'ai lu, ça a l'air d'être à peu près le même type de traitement qu'a fait subir Kubrick dans la plupart de ses tournages, notamment Shining. Et apparemment, les acteurs de Shining disent « Ah, c'était affreux à supporter, c'était horrible, mais au bout du compte, j'en suis ressorti grandi, j'ai vu le talent de ce réalisateur. » Par contre, dans le cas de Joss Whedon, on dit « Ah, quel affreux mec, quel bourreau, tout ça, tout ça. » J'ai dit « Ok. » Sans doute qu'il s'est comporté en connard, Joss Whedon, à ce niveau-là. De ce que j'en sais, j'ai pas l'impression qu'il était pire que Kubrick à cette égard-là. J'ai pas envie de faire le juge moralisateur là-dessus, surtout quand cette œuvre n'est pas uniquement son œuvre. C'est clair et net que beaucoup de ses idées ont jalonné cette série et ont fait de cette série ce qu'elle est, mais c'est pas que lui qui a fait cette série. J'aime toujours autant cette série, j'adore autant cette série, pas parce que c'est Joss Whedon automatiquement. Je ne voue pas un culte à l'écriture de Joss Whedon, hein. C'est la raison pour laquelle je n'adore pas automatiquement Atlantide, l'Empire perdu, par exemple. Par exemple. Entre autres. Mais ouais, c'était juste pour appuyer ça. Voilà, si vous voulez partir dans ces débats-là, je vous le dis tout de suite, je n'y participerai pas. Voilà, c'est pas parce que j'ai du bien de la série Buffy que je dis « Ah, Joss Whedon, il est trop génial ». Non, je vais pas juger plus en détail ce qu'il a fait. Je vais clairement pas dire que c'était bien, clairement pas. Je vais pas m'apesantir là-dessus parce qu'au bout du compte, je détache suffisamment l'œuvre de l'artiste personnellement. Et puis voilà quoi, c'est pas comme s'il avait profité de sa position pour avoir des faveurs sexuelles avec ses actrices ou je ne sais quelle autre chose bien plus discutable, hein, de ce que j'ai lu en tout cas. Hein, n'hésitez pas à me reprendre là-dessus, mais une fois de plus, j'ai pas envie de me lancer dans ce débat. Je sais clairement qu'il va y avoir des gens qui vont le faire en commentaire, c'est pour ça que j'en parle. Voilà, c'est fait. Grosse introduction. On passe donc aux décomptes qui vous feront plaisir, je l'espère. C'est parti pour le flop 5, donc des pires épisodes pour moi de Buffy contre les vampires. Vous imaginez pas à quel point la liste a été délicate à faire en fait, parce que autant pour les mauvais que pour les bons épisodes, j'avais tellement plus que 5 et 10. Bon, j'avais beaucoup plus de bons épisodes à pointer que de mauvais épisodes à pointer, mais quand je fais le topo, quoi, j'avais plus d'une dizaine d'épisodes de la série qui étaient pas géniaux pour moi, et j'avais presque 30 épisodes de la série qui étaient bien vraiment dans le panier du haut pour moi, donc... Mais il faut faire un choix, il faut trier un petit peu, j'ai pas non plus, allez, on va aller jusqu'à 30, top 10 des pires, non, non, non. Mais avant donc de me pencher sur le top 5 qui m'a vraiment énervé, c'est vraiment par rapport, je pense, la liste de ceux qui sont vraiment démarqués comme les pires, ceux qui m'ont énervé du point de vue gestion des personnages et de leurs relations, en fait. C'est majoritairement ceux-là qui finissent dans le flop 5, et à côté il y a pas mal d'épisodes qui étaient conceptuellement pas extraordinaires, qui étaient un peu ridicules. J'irais pas les qualifier de mauvais, mais vraiment ceux que je saute facilement. Et donc voilà, les mentions déshonorables, je vous fais une petite liste rapide. Déjà, en premier, vraiment ordre chronologique, Portée disparue de la saison 1. Les épisodes de la saison 1 ne sont pas les plus mémorables, mais ils passent sans trop de problèmes pour la plupart, sauf celui-là pour moi, et c'est l'avant-dernier. On s'est dit, tiens, Cordelia, personnage sans intérêt dans la première saison. Hein. J'arrive à l'apprécier à partir de la deuxième, mais dans la première saison sans intérêt. Elle n'a pas eu d'épisode centré sur elle, donc on va faire un épisode centré sur elle. Avec donc une ancienne du lycée qui était tellement ignorée qu'elle est devenue littéralement invisible. Parce que magie. Et ici c'est le principe. Elle veut se venger de Cordelia parce que c'est la première à l'avoir ignorée, mais... C'est vraiment un conflit de bahut sans intérêt où on essaye de mettre en avant un personnage qui, jusqu'à présent, même dans cet épisode-là, ne s'approfondit pas vraiment en fait. Il faut attendre plus longtemps que ça pour qu'elle devienne intéressante, Cordelia. Donc, vraiment mauvais timing et c'est vraiment une perte de temps à certains degrés. Ensuite, Intolérance, épisode 11 de la saison 3, que je trouve très médiocre sur beaucoup de points.
C'est les parents de nos héros qui, suite à une histoire de démon, je sais plus trop quoi, se disent « Ah mon Dieu, il y a des choses à faire, faut protéger nos enfants, etc. » Ils se lancent dans une chasse aux sorcières. Et au début, tu te dis, ça a l'air d'être vraiment ça, quoi, juste des parents qui s'affolent pour leur enfant, mais ils vont tellement loin, ils font de la vraie chasse aux sorcières, parce qu'il y a des vraies sorcières, ça existe vraiment, et on en fait, ouais, cette espèce de parallèle un petit peu moisi avec les vieilles chasses aux sorcières, avec ces gens possédés qui font ça. Sur le principe, ça m'aurait pas ultra gêné, mais si je le compte quand même dans ces mentions déshonorables, c'est qu'on joue sur le personnage. J'ai oublié comment elle s'appelait cette conne. Ouais, c'est une fille de sorcière dans la saison 1. Je crois que c'est le deuxième épisode après le pilote, qui est n'était pas sorcière en fait. Elle a été forcée de changer son corps avec sa mère qui voulait se sentir jeune, et sa mère était une connasse, hein, faut dire ce qui est. Et tu te dis, ouais, ça a pas l'air d'être une fille qui va plonger dans la sorcellerie comme ça, mais elle plonge dans la sorcellerie comme ça. Et ça va être son truc, et ça va devenir une grosse garce comme sa mère, au fur et à mesure, quoi. Et c'est le début de la déchéance du personnage pour moi en fait, cet épisode, la façon dont il est traité. Alors que pour moi, ouais, c'était juste une pauvre victime. Pauvre victime intéressante, et c'est devenu un personnage de plus en plus irritant. Et ça a commencé un peu avec cet épisode. Ensuite, cohabitation difficile de la saison 4. Ouais, c'est limite celui-là. Buffy est en cohabitation au campus avec une fille insupportable, et secrète le chignon, elle finit par devenir dingue et elle est accusée d'être une démon, et en fait, c'en est une, ouais. C'est un petit peu le truc un peu drôle. Je sais pas, la dynamique qu'on crée, pas extra. Et pour le second épisode centré sur le début de la vie au lycée, vous auriez pu faire mieux, hein, je trouve. Après, bon, c'est là qu'on commence à mettre en place certains éléments, comme son premier béguin de l'université, il me semble que c'est dans cet épisode, avec un gars qui la traite comme une merde, qui aura sa fin dans quelques épisodes plus loin. Mais c'est... Ça me fait ni chaud ni froid cet épisode. Ça me faisait un peu rire, le délire avec Cher à un moment donné, mais en le revoyant, il est assez plat pour moi. Encore en mention déshonorable, baiser mortel de la saison 6. Je vais pas passer 5 heures là-dessus. C'est Dawn qui sort avec des jeunes pour essayer de se sentir un petit peu plus mature, et il s'avère que c'est des vampires. Voilà. Ça casse pas la baraque en soi comme concept, et dans la saison 6, Dawn est vraiment à son pic de crise d'ado chiante. Vraiment, ça se ressent particulièrement dans cet épisode-là, quoi. Et sinon, bon, dernière mention déshonorable, folle de lui, de la saison 7. Je me souviens à peine de ce truc, je me souviens juste que c'était très con. Il y a un mec, c'est vraiment un joke typique, qui a une blouse qui rend toutes les filles folles amoureuses de lui. Et donc ça tombe sur nos héroïnes, et c'est les mecs qui doivent empêcher ça. Je me souvenais juste que c'était très con et que ça allait pas très loin. C'était un conflit sans grand intérêt pour moi. D'autant plus qu'on avait déjà fait ça avant, c'est très redite avec un épisode de la saison 3 où Alex essaye de jeter un sort pour forcer Cordelia à tomber amoureuse de lui par vengeance parce qu'elle a rompu avec lui. Et ça tourne mal et toutes les filles tombent amoureuses de lui à la place d'elle, quoi. C'était géré de façon beaucoup plus intéressante dans cet épisode avec Alex, tout simplement parce que Alex apprend qu'il a fait une grosse connerie en fait, parce qu'il se fait remonter les bretelles pour avoir fait un truc aussi dégueulasse. Dans un sens, et les conséquences graves là-dessus sont gérées avec beaucoup plus d'humour, c'est plus drôle et plus satisfaisant l'épisode autour d'Alex. Celui-là, il fait tellement redite et redite très cheap, pas intéressante. Bref, voilà les mentions déshonorables, j'aurais pu en citer plus, mais c'est déjà pas mal, 5. Et on va passer au flop 5, je suis désolé que ça prenne beaucoup de temps, mais c'est une série sur laquelle j'ai beaucoup de trucs à dire. Commençons tout de suite avec le numéro 5. Heure de loup-garou, ex-aequo avec un amour de pleine lune. C'est délicat de parler un petit peu de ça, enfin délicat parce que j'adore le couple Willow-Tara. Vraiment, hein, c'est un de mes couples préférés de tous les temps. Hein. Ceux qui savent pas de quoi je parle, Willow passe d'un petit copain à une petite copine et on essaye
d'amener ça avec une certaine transition, en fait. Oz est un personnage que j'aime bien, sans le trouver extraordinaire, mais il a son petit truc, et j'ai le sentiment que il voulait mettre en place la romance avec Tara, mais qu'ils n'avaient pas d'idée très forte pour faire cesser la romance entre Willow et Oz de façon douce et satisfaisante. Donc ils ont créé du conflit un peu grossier avec le premier épisode, Cœur de loup-garou, où il rencontre une autre loup-garou qui le force un petit peu à suivre ses instincts primaires. Hein, c'est un petit peu compliqué ça, et où il lutte contre ça, mais se sent tellement mal de la chose qu'il décide de se barrer pour plus faire de mal, en fait. Donc il décide de briser le cœur de celle qu'il aime, parce que vraiment à cette époque-là, ils s'aiment encore à fond, quoi, ils sont fous amoureux l'un de l'autre, et il se barre. Et tout ça pour amener quelques épisodes plus tard à ce que Willow tombe sur Tara, que ce soit pas tout de suite la relation, que ça se forge petit à petit, et après donc une quinzaine d'épisodes, alors que la relation entre Willow et Tara n'est pas totalement consacrée, et ben il réapparaît en disant que ouais, ce problème de loup-garou, je parviens enfin à le gérer. Je peux enfin contrôler mon loup-garou et ne plus me transformer lors des nuits de pleine lune. Seulement voilà, étant donné qu'il est parti un certain temps, ben, elle a formé un nouveau couple avec Tara, pardon, et donc elle sait pas, elle ose pas aller jusqu'au bout de la chose, ce qui amènera Oz à mal le prendre, et voilà, quoi, ça crée du triangle amoureux, du drame romantique, grossier, forcé, et voilà, c'était une façon de donner un peu le mauvais rôle à Oz dans les deux cas, parce qu'on sent vraiment que Oz passe un peu pour, pas le méchant, mais le mec qui ne sait pas se contrôler, qui est plutôt toxique sans le vouloir, et qui a besoin de s'effacer, de ne plus être là pour pouvoir vivre mieux et faire en sorte que la fille vive mieux. Et je trouve que c'est un peu naze de casser le couple comme ça. Vous auriez pu faire ça à l'amiable, montrer qu'il se rend compte qu'elle n'est plus attirée par lui et juste dire ça ne peut plus marcher. Mais non, il faut qu'on crée du conflit, il faut qu'on montre le gars avoir du mal, montrer sa nature bestiale pour dire ah c'est quand même un mec, tout ça. Bon, c'est moi qui vais chercher loin le symbolisme derrière, excusez-moi. Mais ouais, la façon dont on a mis fin à ce couple par rapport à Tara m'a pas mal irrité par rapport au traitement d'Oz. Et c'est pour ça que j'ai du mal à les apprécier, ces deux épisodes, puisque ça montre la fin du personnage de façon pas satisfaisante. Il y avait clairement moyen de faire mieux que ça. Numéro 4, Facteur Yoko. Oui, 2 fois la saison 4. Bon, peut-être que je suis un peu trop vache avec cet épisode, puisqu'il est vraiment qu'à moitié centré sur le problème que j'ai, et l'autre moitié c'est... En toute sincérité, pas si génial que ça aussi, maintenant que j'y pense, mais on va surtout parler de la moitié qui m'irrite le plus, c'est le fait que, saison 4, Buffy sort avec Riley maintenant, et Angel n'est plus là. On essaye de faire le lien avec un épisode de la série Angel, où Angel lui dit un petit peu qu'il ne supporte plus d'être près d'elle, parce que on sent qu'elle essaye de le juger alors qu'ils sont plus ensemble, et il a des mots un peu durs par rapport à ça, surtout que c'est suite au conflit avec Face. Face revient, tout ça, c'est compliqué, il faut suivre, hein. Excusez-moi si vous ne savez pas tout, hein, j'essaie de faire de mon mieux pour que vous ne soyez pas trop perdus. Et donc, ouais, il se sent un peu mal, donc il décide de revenir rapidement à celui d'elle pour s'excuser. Et c'est l'excuse pour que lui et Riley se fritent en disant « Tu sors avec ma meuf? Oh non, pas toi !» Le gros conflit bourrin des deux mecs qui se disputent la même fille, c'est lourd, je trouve ça lourd, quoi. Ça n'élève pas du tout les personnages et ça les rabaisse un petit peu pour moi, ce conflit-là. D'autant plus que ouais, ça essaie un tout petit peu de donner le tort à Angel, d'avoir dit un petit peu ce qu'il pensait à Buffy, alors que même s'il allait un peu loin dans ses paroles, on comprenait un petit peu où vous voulez en venir. C'était peut-être un petit peu gros de dédier un demi-épisode juste à le faire revenir s'excuser. Je trouve ça un petit peu gros personnellement. Pour qu'il se barre après alors qu'il y a un grand conflit qui se met en place. Déjà c'est naze. Et puis la seconde partie, c'est pas affreux, c'est juste que c'est défait de façon très... pas satisfaisant après. Puisque
il y a Spike qui est parmi les héros, mais il peut pas se battre contre les humains. Il a une puce implantée qui l'interdit de se battre en fait contre tout ce qui n'est pas démon. C'est une fois de plus, c'est un truc qu'il faut suivre. Hein. Il y a beaucoup de complications, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent en cette saison. Et ouais, il essaye de les avoir en les manipulant un peu avec le grand méchant, en disant hey, je vais t'aider en les manipulant et en faisant en sorte que tu puisses m'enlever ce truc-là. Et ça marche un peu trop vite. Si c'est pas le pire conflit qu'on aurait, je vais en parler dans pas très longtemps, hein, dans cette liste, mais c'est pas extra. Mais bon, c'est surtout le conflit qui pisse le plus loin entre Riley et Angel qui m'a gonflé dans cet épisode, faut dire ce qui est. Numéro 3, la fin des temps, en particulier la partie 2. La partie 1, ça va. En toute sincérité, si je devais vraiment compter, je compterais surtout la partie 2. La partie 1, j'ai quelques petits problèmes malgré tout, notamment le fait que Faith et les autres tueuses sont des nullards qui se font avoir au premier truc venu sans Buffy, parce que voilà, il y a qu'elle qui peut les sauver. C'est un truc qu'on force un petit peu, ça. Mais ouais, je pourrais aussi citer cette espèce d'arme ultra magique qu'on incorpore vraiment à 4 épisodes de la fin, qu'on voit vraiment à la toute fin de l'épisode précédent et qui sera la clé de voûte pour tout sauver. Voilà, cette espèce d'arme ultra spécifique, ultra puissante, faite pour amplifier la puissance des tueuses. Ah ouais, c'est dingue! J'ai jamais entendu parler de cette merde, hein, ça tombe bien que ça arrive que maintenant. Mais bon, c'est un autre truc qui me gênera beaucoup plus, c'est le fait que voilà, ça jouera un rôle très notable dans la résolution, puisque le dernier épisode de la saison 7, enfin le tout dernier épisode, et ben en fait c'est le grand combat final, où Buffy se dit tiens, plutôt que de se défendre, on va les attaquer directement au nid, avec un plan de merde. Un plan tellement merdique que je pourrais passer 45 minutes à décortiquer à quel point c'est complètement débile de faire ce que vous faites. L'approche de Buffy, c'est on fonce dans le tas en espérant qu'un objet magique que j'ai découvert il y a un épisode de ça dont on n'avait jamais entendu parler avant puisse permettre à toutes les tueuses potentielles d'avoir les super pouvoirs avec un sort magique que Willow va sortir de son cul, bien entendu, évidemment, hein, ça peut se faire comme ça, ça repose grandement sur ça, et ils vont être sauvés à la toute fin par un Deus Ex Machina magique avec un espèce de talisman magique qu'Angel apporte rapidement. Il apparaît 2 minutes, hein, 2 minutes dans cette fin d'épisode. Il va dire ouais, je peux pas être avec toi, je me bats à côté puisque de toute façon on a mon acteur que pendant 2 minutes. C'est ça la seule putain d'explication, alors qu'il pourrait aider, mais non, il est pas. Reste derrière pour protéger au cas où. Merci Angel, au revoir. C'est pas ta série. Et il y a donc Spike qui est réactif à ça et ça me permettra de buter tout le monde et de tout régler par magie de l'âme ou un truc comme ça. Ça repose tellement sur 2 objets à la con que vous n'avez pas introduit plus que ça, qui apparaissent vraiment à toute fin, qui vous sauveront les miches, c'est du foutage de gueule, déjà. Et l'approche de Buffy, c'est juste de dire, ce sort à la con va nous donner la super puissance, à moi et à quoi une vingtaine de tueuses potentielles, peut-être moins quoi, contre des centaines je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas les Urukai, je confonds, mais centaines de supra-vampires contre lesquels elle avait du mal à se battre lorsqu'elle était tout seul. Là où vous dites ouais on va être 15 tout seul comme des grandes avec des petits trucs et des petits pieux à la con quoi contre une centaine qui fonceront sur nous, bien sûr. Même avec une puissance comme la tienne, vous l'avez dans le cul, vous pouvez pas y arriver. Même avec ton arme supra-puissante, tu vas pas y arriver, foncer dans le tas comme une conne. Alors que je suis sûr qu'Alex aurait fait mieux. Alex, il avait une approche totalement intelligente à quelques moments de dire tiens, et si on utilisait un arsenal militaire qui pourrait les battre à grand renfort et permettre ce genre de truc. L'armée aurait fait mieux. L'armée se serait rendue là avec des lance-flammes, ils auraient fait une ligne de défense et c'est bon. Ils auraient fait mieux que vous. Vous êtes nuls. Vous pensez que foncer dans le tas avec votre super force, ça va vous suffire? C'est complètement débile, Buffy. Et le truc, c'est à côté, elle demande aux non-tueuses, quoi, à ses amis qui sont pas des tueuses, de rester à attendre que les vampires arrivent pour les empêcher de fuir, pour tuer ceux qui veulent se barrer. Alors, ouais, déjà que tu as du mal à en buter à un seul toi-même, tu penses que 2 contre certains groupes vont y arriver. Waouh! Alors, mais le truc à faire par rapport à ça, ce serait de mettre en place des pièges.
faire en sorte que, ben voilà, on se batte pas juste mano à mano, truc muche. Personne ne fait ça, à part Alex et Dawn. Alex et Dawn font ça. C'est bien. C'est bien. Les autres, ce sont des blaireaux qui attaquent direct. Et donc, il y en a certains qui se font bien gravement blessés. Il y en a une qui se fait tuer. Tu te dis, ah ben, c'est incroyable, hein. Vous le cherchez aussi, vous préparez. C'est ça ton plan d'action, Buffy? C'est de la merde. C'est de la merde. Vous avez eu 2 épisodes pour mettre ça en place. Bon, j'exagère un petit peu, on va dire un seul épisode. Et tu fais une approche ultra rapide où tu avais le temps. Je veux dire, bien entendu, tu es toujours sur le qui-vive, il peut attaquer à n'importe quel moment, mais il n'y a pas de date d'échéance précise, quoi. Et donc, tu peux prendre le temps de peaufiner un petit peu de stratégie, mais tu le fais pas. Tu fonces dans le temps en disant, ouais, sort magique qui va nous donner ça, et c'est un putain de miracle que vous en soyez sortis, hein. C'est un putain de miracle que la méchante ait pas gagné. Et ouais, au passage, la méchante, mais sérieusement expédiée comme une merde, elle a juste une petite conversation rapide en apparition à Buffy, elle fait pas de transformation plus que ça, elle est vraiment au niveau minimum de menace, c'est juste sa grosse horde d'Urukai, excusez-moi, je sais plus comment ça s'appelle ces machins-là, qui attaque, qui pose problème, c'est tout, hein. C'est ça. Et ça se résout comme ça, très vite, de façon pas méritée, alors qu'à côté, je sais pas, le final de la saison 5, énorme, dont je parlerai dans le top 10, c'était nettement plus réfléchi, alors que le temps jouait, vous aviez pas le temps, vous deviez trouver un moyen d'attaque, alors que c'était vraiment à quelques heures de l'apocalypse, quoi. Dans cette configuration-là, vous avez pu mettre en place un plan d'attaque réfléchi qui reposait pas sur 12 000 coups de chatte, mais dans la configuration, on a quand même un tout petit peu le temps, on peut se poser quelques heures pour réfléchir de plus. Vous faites cette approche de merde, on fonce dans le tas à peu de choses près. C'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde. Désolé si vous faites partie des fans de cet épisode, mais ça m'a ulcéré à un niveau grave ce truc, hein. Même quand j'étais jeune, quand j'étais ado à l'époque de la sortie, j'ai trouvé ça d'un con. D'un con. Et la seule chose qui empêche cet épisode de fin d'être numéro 1 de cette liste, parce que vraiment avec ça, c'est le niveau numéro 1, je le dis clairement, c'est qu'il y a 2 éléments qui sauvent un peu ça. D'une part, il y a le petit moment, le dernier moment entre potes avec Buffy et ceux qui sont là, les vieux de la vieille du tout début, qui est vraiment assez nostalgique, qui m'a bien touché à un moment donné. Et ouais, le final. Les 4 dernières minutes à peu près sont géniales. Je trouve sincèrement que les 4 dernières minutes c'est génial, ça parvient à sauver un tout petit peu l'épisode. À chouiller l'épisode avec ce Idel qui s'effondre, le combat qui se termine, quoi, cette faille démoniaque qui n'est plus, et tout le monde qui parle de la suite alors que Buffy regarde vers l'horizon, un petit peu libéré d'un poids, et tu te dis, ok, la fin de quelque chose totalement. C'est super fort. Cette fin parvient à sauver un tout petit peu l'épisode. Mais je suis désolé, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à le rendre vraiment bon ou quoi que ce soit. Il est ulcérant. Ulcérant pour moi. Tellement il y a de conneries, quoi. Ah, bref. Numéro 2, par amour. Ça découle d'une opinion impopulaire. Du fait que, pour moi, le couple le plus intéressant, c'était entre Buffy et Riley, et pas entre Buffy et Angel, ou Buffy et Spike. Même s'il y a des éléments intéressants dans ces 2 autres couples, hein, je le pense sincèrement aussi. Hein. Je dis pas une seule seconde que Buffy Angel, Buffy Spike, c'est nul. Hein. C'est d'accord, mais j'aime beaucoup l'approche de Buffy Riley. Et on sentait que ça n'avait pas beaucoup marché pour beaucoup de gens, en fait. Hein. Le retour du public s'est fait ressentir et Riley n'a pas bien passé. Et donc, on s'est dit qu'on allait mettre en place la rupture entre 2 dans cette saison 5, et on l'a fait de la façon la plus insultante qui soit pour le personnage. J'aimais bien Riley sincèrement dans la saison 4. Dans la saison 5, au début ça va, mais à partir du moment où on essaye de mettre en place qu'il se sent plus à sa place avec Buffy, qui lui accorde plus d'importance particulièrement, et qu'il essaye un petit peu de rechercher quelque chose d'autre, on décide d'en faire un connard en fait. Un débile qui décide d'essayer de nouveaux trucs. Hein, qui décide de s'essayer à cette mode. Tiens, les vampires sucent notre sang un tout petit peu, ça fait effet trip alors qu'ils sont
complètement défoncé, quoi. C'est un truc particulier, waouh, c'est incroyable. Qui dit, ouais, pourquoi tu parles là-dessus, quoi. Buffy énervée, dit, c'est quoi ces trucs, ces pratiques délirantes. Il y a Giles qui lui dit, n'interviens pas, on pourrait avoir pire, je t'en parle pas parce que c'est quelque chose qu'il serait mieux de laisser comme ça parce qu'on n'a pas de meilleure optique ou je sais pas quoi. C'est quoi, aider les drogués ou un truc comme ça, vous pouvez pas, bien sûr. Il y a des vampires qui traînent librement où ils veulent, on s'en fout royalement, on les tue pas maintenant. Allez vous faire foutre. Donc Buffy, elle dit va te faire foutre, je vais quand même buter celui de vampire. Pas tellement pour faire ce qui est juste, mais juste parce que ça l'énerve que Riley ait fait ça. Après qu'elle l'a ignoré pendant je sais pas combien de temps. Et puis on décide de faire passer Riley pour un gros génial en disant tu m'accordes plus d'importance. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et il termine avec un ultimatum en disant qu'il a répondu à une demande d'embauche auprès des militaires du paranormal, une autre branche, parce qu'il n'y était plus dans cette saison 5. Et il va partir ailleurs, sauf si elle décide de venir le voir, de parler avec lui, de montrer qu'elle tient à lui, quoi. Ultimatum, quoi, et elle hésite, il y a Alex qui lui fait un gros discours, est-ce qu'il est bien pour toi, il représente quelque chose, tout ça, elle comprend la chose, mais elle arrive trop tard pour faire le drame, histoire de dire qu'en fait c'est un gâchis, elle serait arrivée un tout petit peu plus tôt, ils auraient pu continuer à être ensemble, je veux dire, à ce compte-là, vous l'avez sagouiné le personnage, pourquoi vous dites pas juste, ça ne peut plus marcher entre nous, au revoir, plutôt que d'essayer de nous dire ah, c'est le drame, elle aurait pu être encore avec l'homme qu'elle aime, c'est n'importe quoi. Et non. Je suis pas derrière ça, quoi. Vous avez évincé de façon insultante le personnage de Riley. Pour moi. En le faisant tomber bas de façon ridicule, pour moi, à certains degrés, et en le faisant quitter Buffy sur cette dernière impression vraiment désagréable. Alors que sincèrement, j'aimais bien Riley dans la saison 4, au tout début de la saison 5. Mais ils ont senti que s'ils ne pouvaient pas aller plus loin avec ça. Et c'est après qu'ils se sont dit, on va plutôt centrer sa relation avec elle et Buffy. Et c'était très intéressant sur certains points, surtout dans la saison 6, mais pour moi, ça n'a pas été aussi fort que Riley. Sur le principe. Cela dit, j'imagine que sans le départ de Riley, il n'y aurait pas eu totalement tous les ingrédients pour mettre en place la saison 6. Le fait qu'elle sent sa vie partir en lambeaux, étant donné qu'elle n'arrive pas à avoir de vraies petites amies stables aussi, quoi. Donc ça doit jouer un petit peu. J'ai envie de dire que je peux au moins allouer ça à cet épisode, mais globalement, c'est frustrant. Particulièrement frustrant pour moi qui n'avais aucun problème avec le couple Riley-Buffy. Et je sais que je suis une des rares personnes à le penser. Néanmoins, techniquement, il est battu facilement par numéro 1, la Fronde. J'en ai parlé à quelques reprises. S'il y a bien un élément un peu récurrent qui m'a un peu énervé dans la série Buffy, c'est cette façon de pointer, un peu régulièrement donc, des conflits saoulants entre les personnages qui sont un peu forcés sur les bords. À la fin de la saison 4, comme j'en ai parlé avec le casse-pipe qui a monté Buffy et ses amis les uns contre les autres, ça faisait un peu grossier. Et il y a d'autres cas comme ça au fur et à mesure des saisons où tu sens que ouais, vous auriez pu vous passer de ça, c'est un petit peu artificiel, vous forcez le trait. Et là, on en fait tellement des caisses sur les conséquences de la chose, la façon dont Buffy est considérée par rapport à tout le monde, mais vraiment tout le monde qui lui tourne le dos, que ça en devient assez irritant. Bref, notre grand groupe avec toutes les tueuses potentielles revient d'un combat assez houleux contre Mecha Garisu, si je peux l'appeler comme ça. Non, je vais pas l'appeler comme ça. Je déteste appeler un personnage comme ça. Je suis méga sexiste, méga macho, subtil moins plus quoi, qui leur a foutu une dérouillée pas possible. Et Buffy lance de but en blanc, faut y retourner.
parce qu'il garde un truc important. Ce truc important, on le verra plus tard, j'en ai parlé dans l'épisode final. Il y a tout le monde qui se dit, attends, c'était pas un peu dingue? Et oui, il y a Buffy qui dit, attends, on pourrait peut-être parler stratégie quand même, on va pas non plus y aller comme ça, avec notre bite et notre couteau. Ce serait bien que tu fasses ça, ce genre de réflexion, un peu avant, plutôt que de dire, ah, il faut qu'on y retourne direct, quoi. Elle est super cash, très rapide, pas réfléchi là-dessus. Et donc, ça braque tout le monde. Tout le monde dit, mais on peut pas faire ça, non, non, il faut y avoir un autre plan d'action, arrête. Et tout le monde se met à lui cracher sur la gueule. À un niveau, putain, quoi, ça dure facilement 8 minutes, un truc comme ça, quoi, une longue scène bien lourde. Tout le monde dit, non, tu n'as plus à nous donner d'ordre, je préférerais que ce soit Face. Pauvre Face, qui est prise là-dedans, alors qu'elle veut rien, elle n'a pas particulièrement envie de participer à ça, elle n'a pas particulièrement envie d'être chef, mais on la prend de non, c'est elle qui devrait nous gérer. Toutes les tueuses potentielles lui crachent dessus en disant, va te faire mettre. Dawn, celui-là jouait, c'est moi qui vais jouer la chef de maison, barre-toi, nous donne plus d'ordre. Dawn, va te faire enculer, connasse. Et il y a Giles aussi qui dans un conflit qu'on a instauré sur plusieurs épisodes, qui était nul à chier là aussi, j'ai détesté ce conflit dans cette saison 7, qui finit d'être un fils de pute en disant, ok, on peut plus se reposer sur toi. Tout simplement parce que t'as pas voulu obéir à mes ordres, en fait. Il le prend tellement mal, en fait. Et tout ça autour de Spike, à qui elle fait trop confiance, alors que lui, il a du mal, tout ça. Un truc sur lequel on a joué à quelques reprises. Tout ça pour braquer tout le monde contre elle. Tout le monde finit par lui dire non, en fait. Certains plus gentiment que d'autres, mais tout le monde finit par lui dire non. C'est horripilant. C'est juste horripilant. Je sais que je le présente peut-être pas de la meilleure des façons, mais je vous jure, cet échange-là, c'est l'un des pires échanges que j'ai jamais vu dans une série, en fait. Ça rend les personnages tellement détestables. Même Buffy est un peu détestable, hein, parce que sa façon de présenter ça, il faut faire comme moi je dis, c'est moi la chef, sans aller dans le coup, hey, on pourrait peut-être réfléchir à ça ensemble, non, non, c'est moi, qui je crois trop que comme une chef militaire, c'est super saoulant, ça aussi. Il y a vraiment cette espèce de mesquinerie ambiante de la part de tous les personnages qui rend antipathique à un degré assez intense en fait. Et punaise quoi, un épisode qui te fait détester la quasi-totalité de ces personnages, c'est quelque chose d'assez grave pour moi. Parce que vraiment, je les blaire pas une seule seconde à ce moment-là. Et puis il y a Spike qui arrive parce qu'il n'y a plus que lui qui comprend Buffy. Il n'était pas là, quoi. On a fait en sorte qu'il soit pas là parce que c'est le seul qui l'aurait épaulé dans sa décision. On essaye vraiment de mettre en place, ouais, c'est Buffy et Spike qui comprennent mieux que tout le monde. Ça aussi, c'est un truc qui était bien chiant, quoi. Il fallait qu'on donne tort à tout le monde pour que ces deux-là aient tout le temps raison. Plus que la morale filée féministe de cette saison 7 qui est beaucoup trop grossièrement montrée, c'est surtout la façon de gérer les conflits dans cette saison 7 qui m'a particulièrement gavé. Il y a toujours eu des moments de conflit chiants, mais alors celui-là, c'était un peu le pic d'un truc qui s'est vraiment construit petit à petit, mais mal, quoi. C'est cette espèce de tour où tu poses de plus en plus de blocs, t'es pas sûr de quand ça va tomber, quoi, tellement c'est branlant et tout, et là c'est le moment où on fout un gros bloc et tout s'effondre de façon bien grossière, bien catastrophique, bien tonitruante, et c'est dégueulasse à regarder. Dégueulasse et irritant. Et donc, je supporte tellement pas cet épisode à cause de ça. mais bon, qu'on soit bien d'accord, ces épisodes-là qui m'irritent un petit peu sont une minorité comme d'habitude. Si je traite des séries en top retour, c'est parce qu'elles m'ont globalement plu. Et c'est clair net que si j'ai mes griefs avec la saison 7, il n'y a pas d'épisode dans le top 10 de la saison 7, je le dis tout de suite. J'apprécie quand même pas mal d'épisodes qui ont été faits malgré tout. Et il y a beaucoup d'épisodes que j'ai listés, comme j'ai dit, à peu près 30. Et ça m'embête de ne pas au moins mentionner rapidement ceux que j'ai notés, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui me plaisent. C'est pour ça que, allez, il y en a peut-être pas tout à fait 30 là-dedans, mais il y en a facilement 25. Je vais vous faire un top 25.
Hein, le top 10, je vais le détailler, et vous faire la petite liste habituelle des mentions honorables, mais vraiment détaillée du numéro 25 au numéro 11. C'est parti, en avant mon kiki! Pour le meilleur du meilleur, que le spectacle commence! Littéralement numéro 10. Donc, un épisode assez fort, un épisode très recherché en matière de budget et de mise en scène, puisque c'est un épisode musical. Et pas un épisode musical à la con comme on a dans Xena ou autre, où ouais on essaie de faire quelques numéros musicaux, mais ça marque pas autant, en fait. Je me souviens vraiment des épisodes musicaux de Xena parce que c'était assez cringe, en fait. On essayait d'incorporer les numéros musicaux, mais c'était dans des circonstances, des situations pas extra. Là, on essaye vraiment de rendre le truc spectaculaire. Bon, avec des limitations de budget, mais voilà, il dure plus longtemps que la moyenne. Les numéros musicaux sont très recherchés et je les adore, hein, sincèrement. Hein. Je m'écoute encore régulièrement ces numéros musicaux, ne serait-ce que le premier autour de Buffy, qui se considère comme un automate. Cette espèce de duo entre Giles et Tara qui est super joli, on sent qu'ils ont tous les deux d'excellentes voix. En français ça passe bien, mais en VO c'est encore meilleur quoi. C'est énorme, c'est énorme. Il y a beaucoup de chansons énormes, avec cette espèce d'apparition démoniaque qui fait chanter et danser tout le monde de façon impromptue, comme si on était dans une comédie musicale. Donc on joue un petit peu là-dessus, c'est pas juste, ah tiens comme par hasard on chante spécifiquement, il y a une malédiction qui va avec. Alors on essaye de justifier ça bien. Et la raison pour laquelle je mets pas ça en plus haut, je mets ça seulement en numéro 10, c'est que voilà, j'aime beaucoup la configuration. On joue de façon très intéressante sur le développement des personnages, le fait que Tara voit un petit peu la trahison de Willow qui l'a un petit peu envoûté, mais réellement, hein, littéralement, et Giles qui comprend que Buffy est trop dépendante de lui. Et aussi le fait que Buffy avoue un petit peu sa dépression et le fait qu'on l'a soutiré du paradis à un certain degré, quoi. Il y a tout ça qui se met en place, quoi. C'est pas juste un numéro musical, quoi, et puis on passe à la vie d'avant comme si de rien n'était. Il y a vraiment quelque chose qui jouera un rôle important, les choses évoluent. La seule chose qui me gêne, c'est que l'intrigue intrinsèque de l'épisode, c'est-à-dire le démon qui arrive pour se prendre une reine et tout, ça casse pas des briques. Je viens juste parce qu'on m'a invoqué et puis j'aime faire danser les gens parce que c'est mon truc. Une fois que j'aurai pris ma reine, je pars et puis voilà. Et on découvre à la toute fin, spoiler, excusez-moi, que c'est pas Dawn, on croit que c'est Dawn, mais en fait c'est Alex. Alex qui a fait ça. Parce qu'il voulait juste voir les gens danser tout ça. Et le mec s'est pas dit, après la première victime, parce que les gens dansent trop et finissent par brûler vif, et si j'en parlais en fait? Si je disais, tiens, voilà l'objet qui a permis ça, ça pourra peut-être aiguiller sur un moyen de sauver la situation et d'éviter plus de morts, il ne le fait pas. Il a attendu la fin, lorsqu'il est devant tout le monde pour révéler ça. Je comprends tellement pas le délire en fait. Pourquoi t'as fait ça, Alex? C'est cette façon de gérer le conflit pour dire, je veux pas une reine qui soit un mec, parce que voilà, hein, il est pas homosexuel, c'est son droit. Il se barre sans rien, et puis voilà. Résolution de merde. Voilà, le conflit intrinsèque de l'épisode est pas extra. Ce qui est bien, c'est les numéros musicaux qui sont géniaux, le développement des personnages, les révélations qui viennent en chaîne, qui sont énormes, très bien mises en scène. J'ai adoré ça. C'est juste, vous auriez pu mettre ça dans un cadre intrinsèque mieux pensé, c'est tout. C'est le seul truc que j'ai à reprocher. Je tiens à l'appuyer. C'est pour ça qu'il n'est que numéro 10 pour moi, même s'il avait clairement le potentiel d'être plus haut placé, si on avait un tout petit peu mieux fait cette partie-là.
Numéro 9, meilleurs vœux de Cordelia. Introduction du personnage d'Anya, qui pour l'instant est intéressante, ça deviendra moins intéressante par la suite lorsque ce sera un perso récurrent, mais bon, qui est une démone des vœux, je sais plus exactement. Bref, elle se fait passer pour une élève du lycée, alors que Cordelia se plaint un peu de Buffy sur ce qu'elle a fait. Elle dit, ah, tu sais ce qui serait génial, que Buffy ne soit jamais venue. Et paf, vœu exaucé, hein, dès lors que quelqu'un fait un vœu comme ça, je souhaite que Buffy ne soit jamais venue. Le vœu est exaucé et Cordelia se retrouve piégée, propulsée dans un monde où Buffy n'a jamais été à son idéal et où c'est le chaos en fait. Hein. Les vampires ont créé la destruction, le grand maître, le gros méchant de la saison 1 est toujours là. C'est le gros bordel, hein. Il y a même Alex et Willow qui ont été transformés en vampires. C'est vraiment pas extra, hein, pas globe comme situation, alors qu'elle essaye un petit peu de faire ça. Et un twist intéressant par rapport à ça, c'est que tu sens que ça va être Cordelia qui va rester jusqu'au bout pour aider à la situation au moins un petit peu, mais non, elle meurt à mi-épisode, suffisamment pour faire comprendre aux Giles de cet épisode qu'il y a eu un changement et qu'il pourrait y remédier, mais c'est pas elle l'héroïne. Donc j'avoue, approche très intéressante qui joue sur les ficelles de ce monde parallèle alternatif avec une certaine originalité. J'aime beaucoup ça. Et puis voilà quoi, cette façon de dépeindre un Sunnydale beaucoup moins brillant, beaucoup plus dangereux qu'avant, est très forte. Ça met en place vraiment ce qu'a apporté Buffy de la façon la plus macabre, lugubre qui soit, et ça passe très bien pour moi, vraiment très bien. Hein, avec donc ses risques et Giles qui sauve la situation à la toute fin pour revenir en arrière comme si de rien ne s'était passé. C'est un épisode très réussi dans son concept, très original dans son approche, qui mérite d'être vu même tout seul comme ça, dès lors qu'on connaît un tout petit peu la base. Numéro 8, un silence de mort, ou Hush en VO. Très bon épisode dans le concept. Il y a toute la fac, tout Sunnydale qui est touché par une étrange magie qui les empêche de parler. Ils ne peuvent plus produire de son par la bouche, dès lors qu'ils parlent ça fait... Et donc il y a déjà cette mise en scène de la réaction des gens qui se réveillent tout d'un coup le matin en ne pouvant plus parler du tout. C'est comme si c'était... C'est quoi cette sorcellerie? Et le mystère autour de ça, quoi. Qu'est-ce que ça peut être? On finit par savoir de qui il s'agit, etc. Avec beaucoup d'attention donnée dans la mise en scène. Le design des créatures responsables qui est quand même assez cool, très recherché et un peu flippant. Et leur truc est pas mal. J'aime aussi le fait que ça appuie la suite de la relation entre Riley et Buffy, une révélation. Ils découvrent enfin qu'ils, l'un comme l'autre, luttent contre les créatures démoniaques grâce à ça. Donc c'est pas juste un épisode gimmick, ça essaye quand même de jongler sur l'histoire principale. Et la seule raison pour laquelle ce n'est que numéro 8, je tiens à l'appuyer, c'est que je pense que ça aurait pu être mieux placé si ça avait été vraiment tout l'épisode comme ça. Mais c'est pas tout l'épisode comme ça. Il y a une grosse introduction de 8-9 minutes, un truc comme ça, où ce n'est pas ça. Hein, c'est nos personnages qui parlent normalement. Et il y a l'épilogue de fin de plusieurs minutes où nos personnages parlent normalement après avoir retrouvé leur voix. Et donc ça enlève un tout petit peu au cachet de l'épisode en fait. Parce que, oui, on connaît quand même nos personnages qui parlent, ça va pas jusqu'au bout de l'idée. Je pense qu'un truc qui aurait été super fort, ça aurait été de commencer directement avec ce sort qui est lancé de nulle part. Et puis personne ne s'est parlé dès le début. Et puis ça se terminerait sur nos deux héros qui découvrent enfin qui ils sont après avoir vaincu les grands méchants. Ça aurait pu être quelque chose de cool, mais tel quel, on fait peut-être un petit peu trop d'à côté, on essaie trop de faire du conventionnel en plus du spécial de l'épisode pour le rendre aussi puissant qu'il le devrait. Mais une fois de plus, j'aime beaucoup cet épisode. Un top 10, ça veut dire que c'est extra, hein, nous sommes d'accord. Hein. C'est vraiment pour trouver les petits trucs à redire, parce que j'aime trouver les petits trucs à redire. Ça reste extra, hein. Excellent épisode. Numéro 7, KO, début de la saison 6, un début vraiment tonitruant, où on joue déjà au début sur la situation après la mort de Buffy à la fin de la saison 5.
Et ce qu'il faut faire en fait, avec Buffy Bot qui la remplace, très drôle Buffy Bot. J'aurais pas été contre qu'on passe plus de temps là-dessus en fait. En toute sincérité, j'aurais pas particulièrement été contre qu'on passe quelques épisodes avec juste nos héros et Buffy Bot, parce qu'elle est assez drôle et intéressante dans sa façon de voir les choses, parce qu'elle est un peu limitée dans sa réflexion, mais elle n'est pas non plus totalement dépourvue de réflexion à côté. Je sais pas, je trouve que plus d'épisodes centrés là-dessus auraient été cool, mais tel quel c'est déjà très cool, et ça se centre surtout sur Willow qui veut mettre en place un sort de résurrection qui demande beaucoup de sacrifices, et oui, parce que c'est pas non plus je te ressuscite, petite formule magique, youbidou, et puis voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça déjà. Et le fait que ça arrive au même moment que des vampires finissent par se rendre compte qu'il n'y a plus de tueuses en ville. Ils finissent par se rendre compte que c'est une robot, Buffy, et donc on va tout détruire sur notre passage. Et donc c'est le bordel à Sunnydale, alors que Buffy est revenue entre les morts, complètement désemparée, et que c'est le chaos, tout simplement, comme le titre l'indique. Et c'est vraiment cette espèce de façon de revenir à la réalité très dure, mais vraiment dure comme pas possible, où dès lors qu'elle se réveille, déjà elle se réveille dans son cercueil, elle doit sortir de son cercueil, et elle doit lutter dès le début contre des hordes de vampires, quoi. Tu sens le poids de ce qu'elle retrouve en fait, et c'est une introduction super forte à la thématique, c'est-à-dire Buffy qui a totalement retrouvé ce qu'elle avait laissé et qu'elle ne regrettait pas en fait. C'est vraiment fort, et je trouve que c'est une amorce excellente pour rebondir sur la fin presque conclusive de la saison 5. Numéro 6, Akatla, le final de la saison 2 qui est assez énorme. Il va y avoir pas mal d'épisodes finaux de saison évidemment. C'est donc la fin du conflit contre Angel, alors qu'il prévoit de remettre, de ranimer une figure qui engloutira le monde entier, et que nos héros vont devoir se préparer à lutter contre ça. Sur 2 épisodes, mettre en place un grand conflit final sur 2 épisodes réellement. Et c'est super bon sur beaucoup de points, ne serait-ce que le conflit Angel-Buffy, où vraiment elle est prête à le tuer après tout ce qu'il a fait en tant qu'Angelus, en ayant reperdu son âme. Et le drame de fin dont j'ai déjà parlé dans une vidéo antérieure, top 15 de mes moments mouchoirs, où elle se rend compte qu'il a récupéré son âme et qu'elle doit le tuer malgré tout, parce que sans ça, le monde sera englouté. C'est super fort, quoi. Et puis cette fin où elle décide de quitter Sunnydale sans rien dire à personne, parce qu'elle en a marre, c'est début de dépression, tu sens que ça la pèse totalement sur ce job, quoi. Elle peut plus vivre. Et puis aussi la gestion du personnage de Spike que j'aime beaucoup. Spike qui ne veut pas la fin du monde, parce qu'il aime la vie à un certain degré. C'est un tueur, c'est un méchant tueur, mais il aime la vie à un certain degré. C'est pas quelqu'un qui veut tout détruire. Et voilà, ça le met à part d'Angel à ce niveau-là. C'est assez cool de montrer les différenciations entre les vampires méchants, qui restent méchants, mais qui n'ont pas les mêmes aspirations. Très cool de la part du personnage. Il y a eu pas mal de moments comme ça que j'ai beaucoup aimé. Très bon final de saison, pas le meilleur mais qui passe très très bien pour conclure une saison bien faite, vraiment. Numéro 5, les foudres de la vengeance, l'épisode pré-double épisode de fin de cette saison 6. L'épisode de fin, il est bien, pas tout à fait niveau top 10 mais pas loin, alors que celui-ci il est énorme. Il est énorme parce que c'est le moment où Willow a assisté à la mort de Tara, où Warren a fini par devenir un connard fini. J'adore l'évolution de Warren, comment on l'a géré dans cette saison 6, et où au bout du compte c'est juste Willow qui devient Dark Willow en fait, parce que elle a perdu la femme qu'elle aimait, parce qu'elle ne peut pas la ressusciter, et tout ce qui reste maintenant c'est la vengeance froide, et ce besoin de pouvoir pour tout défaire, en fait, qui la mènera de plus en plus vers l'obscurité, vers la destruction. C'est un truc qu'on a mis en place durant toute cette saison 6, avec cette façon de tomber dans la magie et d'y revenir petit à petit, parce que la magie c'est une sorte de drogue, faut pas en abuser. C'est vraiment une thématique bien filée dans cette saison 6, et maintenant elle tombe en plein dedans parce qu'elle est en pleine rage, elle en a plus rien à foutre. Celle qu'elle aimait plus que tout est morte, et elle veut se venger du mec qui a fait ça. Du connard qui a fait ça, qui essaye de tout faire pour s'en défendre, mais malgré tout ce qu'il fait, il va pas y arriver. Et c'est vraiment cette course-poursuite effrénée
où d'un côté t'es clairement pas du côté de Warren pour ce qu'il a fait, mais en même temps tu te dis ouais, elle va loin quand même Willow, elle fait peur celle-là, hein, et elle finira par devenir la grande méchante du double épisode final de cette saison 6 qui est très bon lui aussi, mais c'est vraiment ce moment le pic de cette saison pour moi. Numéro 4, l'Apocalypse, fin de la saison 2 dont j'ai parlé à quelques moments. C'est juste une façon très intelligente de mettre en place un conflit final. On a essayé de se défendre contre Gloria, de lui échapper, maintenant le chaos, la destruction, Armageddon est à nos portes, Dawn va être sacrifiée, il faut qu'on attaque. Alors on prévoit la meilleure stratégie possible en jouant sur tous les éléments qui ont été mis en place dans cette saison. C'est ça que je trouve super, quoi. Il y a énormément d'éléments qui ont été mis en place, Buffy Bot, certaines orbes, marteaux, tout ça, tout ça. On met en place tous ces éléments pour bien jouer sur le fait que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, ça ne servait pas à rien. Pour mettre en place un combat dantesque et un final où on a peur à fond, quoi, pour la fin du monde, Dawn, Spike qui essaye de faire de son mieux contre cette espèce de sbire de la méchante qui est assez dingue, lui. Et ouais, le fait que ça n'a pas marché, que l'Apocalypse est sur le point d'être défaite et que la seule chose qui pourrait permettre ça de s'arrêter, c'est le sang de Dawn. Mais le sang de Dawn, c'est un petit peu le sang de Buffy, et donc elle se sacrifie à sa place dans un moment super fort. Et ouais, ça passe vraiment pour un final de saison. Et je comprendrais aisément les gens qui verraient ça comme le vrai final de la série, qui n'auraient pas accroché à la saison 6, encore moins à la saison 7 facilement. Ouais, je peux pas nier une seule seconde la force de ce final, ce qui représente les enjeux, le combat assez dantesque qu'on met en place, c'est énorme. Et aussi le côté sombre de certains personnages. Il y a un moment donné avec Giles qui est assez fort là-dessus aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont énormes dans ce final. C'est l'un des meilleurs finals, pas tout à fait, puisque numéro 3, la cérémonie, le meilleur final de saison pour moi. C'est-à-dire le conflit contre le maire, le fait que Buffy essaye de trouver Faith pour trouver de quoi rendre la vie à Angel qui va pas tarder à mourir s'il ne voit pas du sang de tueuse, donc il essaye de forcer Faith, mais ça ne se fait pas comme ça, et donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a ce conflit de fin où tous les élèves se disent il faut qu'on fasse quelque chose, on va les mettre au courant, on va se défendre tous ensemble et faire exploser le bâtiment. Remise des diplômes, fin du lycée, totalement. Alors la symbolique est assez évidente, mais elle envoie du pâté, quoi. Et c'est grâce à ça qu'ils finissent par battre la grosse créature géante et tous ces sbires. Le fait de jouer vraiment sur tous ces élèves, toute cette école, tout ce lycée qui s'est forgé quelque chose, pas juste nos héros, mais vraiment tout le monde, je trouve ça vraiment énorme. Et ouais, le fait de jouer sur la relation entre Faith et le maire, le fait que le maire s'est vraiment attaché à elle, le fait qu'il est prêt à aller loin, qu'il reste dans sa personnalité malgré tout. Excellent méchant, j'adore le maire en tant que méchant dans Buffy. C'est assez fort. C'est vraiment un final explosif en plusieurs sens qui vous marque vraiment. Et ouais, tu sens vraiment que c'est la fin d'une ère, quoi. On essaye de terminer cette période lycée en beauté. Pas juste en luttant contre un grand démon, un nouveau grand démon qui veut la destruction, mais surtout en montrant que tout le monde a son rôle à jouer, à un certain degré. Et j'adore ça, vraiment. C'est le meilleur final de saison qu'on ait fait à cet égard-là, et même si on l'a presque approché à certains moments, ça n'a pas été battu à cet égard-là. Néanmoins, il y a 2 épisodes qui ne sont pas des épisodes finaux de saison, qui sont un peu meilleurs que ceux-là. Numéro 2, Orpheline. Difficile de parler de cet épisode-là en faisant des blagues, puisque oui, c'est l'épisode où la mère de Buffy et Dawn meurt. Il n'y a pas de musique. C'est surtout la réaction des personnages à ça, à ce gâchis, parce que c'est juste une maladie, c'est pas un démon, ça n'a rien de violent, c'est une maladie qu'on pensait être guérie, mais qui est revenue de façon fulgurante et qui l'a tué sur le coup. Et on a vraiment ce point de vue très calme qui prend le temps de se montrer, c'est presque en temps réel, de nos personnages qui subissent ça. Il y a vraiment une approche stylistique très forte là-dedans pour bien appuyer la froideur de ce que ça représente et comment ça affecte à un niveau vraiment poignant, à un niveau énorme,
nos personnages, en particulier Buffy, mais les autres aussi, hein, tous les autres sont affectés. La seule qui m'a un tout petit peu gavé là-dessus, c'était Anya, qui n'était pas... J'ai pas été fan de sa réaction, mais en dehors de ça, c'était juste énorme. J'aurais pas été contre non plus qu'on saute le vampire à la morgue. Techniquement, c'est logique qu'il y ait un vampire qui se pointe à la morgue. C'était peut-être un petit peu trop ce petit conflit-là, mais en toute sincérité, c'est moi qui me... C'est moi qui chipote pour pas grand-chose. Ces détails-là notent rien à la force de la mise en scène et de l'effet recherché. L'effet recherché, c'est juste qu'on ressente le gâchis, la froideur du moment et c'est ultra efficace. T'as les larmes aux yeux durant tout l'épisode, tellement tu sens la perte que représente cette mort-là pour tous nos personnages. Et oui, c'est ultra puissant. Presque autant que numéro 1 à la dérive. Ceux qui me connaissent devraient savoir depuis le début que c'est celui-là mon numéro 1, mais le pic émotionnel de la série pour moi. Le moment qui appuie totalement le thème, la thématique de cette saison, c'est-à-dire la dépression. Buffy qui ne se sent plus du tout elle-même, qui trouve que sa vie ne vaut plus rien, ne signifie plus rien, et qui est en automate. Et c'est quelque chose qu'on appuie de tellement de façons dans tellement d'épisodes. Elle est affectée par une créature qui lui fait perdre un petit peu le sens de la réalité, qui lui fait croire que depuis tout ce temps, elle n'a jamais été tueuse, elle était dans un hôpital psychiatrique. Et plus les choses avanceront, plus elle sera persuadée qu'en fait c'est ça. Qu'elle est vraiment une fille quelconque qui est juste folle. Parce qu'au bout du compte, cette espèce de vie excentrique qu'elle s'est faite n'a plus de joie, n'a plus de couleur à un certain degré. Et donc ça tombe déjà à pic, à point. Surtout que ça se passe juste après un épisode pas mal, pas mon préféré, parce que je suis pas fan d'Anya, sur le mariage d'Alex et d'Anya qui vire mal, en fait. Hein, ça vire très mal. Et c'est un petit peu... ce mariage, la dernière lueur qu'elle avait un petit peu, puisqu'on avait vu Buffy considérer que c'était un petit peu le dernier rayon de soleil qui restait dans sa considération, quoi. Le fait que ces deux-là soient encore ensemble et qu'ils vont se marier, c'est super. Eh ben non, cassé. Donc c'est le dernier plot qui tombe et maintenant elle est dans cette illusion où elle a de plus en plus de mal à accepter la réalité. La réalité qui déjà de base est super folle, bientôt c'est une tueuse qui lutte contre des monstres. Bien entendu, lorsque tu y réfléchis, lorsque tu essaies de faire le pour et le contre, tu te dis il y en a un qui est plus vraisemblable que l'autre, mais en plus de ça, celui qui est plus vraisemblable, au bout du compte, devient plus alléchant pour elle parce que c'est plus aussi difficile. C'est pas juste moi qui dois avoir de quoi subvenir aux besoins parce que ma mère est morte. C'est pas moi qui dois lutter sans arrêt contre ces monstres. Pas moi qui souffre de dépression parce que j'ai quitté le paradis, on m'a forcé du paradis. C'est juste moi qui ne vais pas bien et qui a encore l'appui de mes parents ensemble, mais ces deux parents ensemble, son père et sa mère, pour pouvoir peut-être continuer à vivre. Embrasser cette illusion après tout ce qu'elle a vécu, c'est tellement compréhensible par rapport à sa dépression, et à chaque fois j'y pense, ça me donne toujours les larmes à l'œil, excusez-moi. Et ouais, le moment où elle en sort enfin, le moment où elle déjà finit par craquer, se dire en fait non, ouais, c'est ça la réalité, c'est cet asile où je suis, et où elle finit par se dire ouais, il faut que je fasse en sorte que mes amis soient tués pour que j'en sorte totalement, parce que cette attache, il reste encore cette attache dont il faut que je me sorte à ses amis qu'elle s'est fait qui n'existent pas réellement dans cette réalité fausse. À ce moment-là où elle finit par craquer, elle hésite une dernière fois et que sa mère lui fait un discours en disant « Je sais que tu es forte, je sais que c'est difficile, mais tu peux surmonter ça, accepter la vie telle qu'elle est. » Elle prend ces mots pour la vraie réalité où c'est difficile. Mais cette fausse mère qui lui donne des conseils pour cette fausse réalité, elle les prend pour sa vraie réalité et accepte de laisser aller, de laisser partir cette possible amélioration simple de son futur où sa mère et son père sera là et elle n'aura plus à être une combattante. Parce que sa mère, dans ses illusions, lui a donné le courage de faire face à ça. Waouh, ça me fait toujours quelque chose, je vous jure. À ce moment-là, je chiale tout le temps.
c'est l'épisode le plus fort thématiquement, et c'est celui qui représente pour moi la raison pour laquelle je considère la saison 6 comme la meilleure. Parce que ça a su tacler un sujet aussi grave que la dépression. Filer ça sur une saison entière, pas juste un épisode. Cet épisode, c'est un petit peu le pic de la chose, celui où on monte ça à son niveau le plus intense, mais dans toute la saison, c'est comme ça. Prendre vraiment cet effort-là, avoir l'audace dans une série de cet acabit-là, de dépeindre la dépression et d'aller aussi loin dans cette considération, je trouve ça énorme. Je trouve ça tellement énorme qu'une série ose faire ça, c'est tellement rare. Une série familiale, hein, c'est vraiment, une fois de plus, c'est pas la série très adulte, sombre, quoi. C'est une série familiale avec de l'action un petit peu cheap et pas mal de vannes, quoi. Hein. C'est ça, cette série. Cette série tacle ça. Je suis désolé, respect total, respect total. Et cet épisode, c'est l'apogée, pour moi, l'apogée de la thématique. C'est pour ça que ça me touche autant et c'est pour ça que c'est sans conteste le meilleur de ce que Buffy contre les vampires a fait. Et j'ose espérer que cette liste vous aura plu, et n'hésitez pas, à ceux qui connaissent la série, à partager vos épisodes préférés, ceux que vous aimez le moins. Je sais que j'étais un peu vocal à certains moments donnés, mais si vous aimez certains épisodes que je déteste, ne le prenez pas mal, ce n'est que mon opinion, une fois de plus. En espérant que cette vidéo vous ait plu, à très bientôt, au revoir.